Bonjour à toutes et à tous, notre ami Pep Escobar, en direct de Rio de Janeiro, est de retour avec nous. Bienvenue à nouveau parmi nous, Pep. Bienvenue au Brésil. Ravi de te parler, Nema, depuis le Brésil. Et salutations à vous tous, notre public. Derrière moi, c'est la piscine du Copacabana Palace. C'est ici que je travaille, pas dans cette horrible cage qu'ils ont installée au musée d'art moderne pendant le sommet des BRICS. Travailler d'ici, c'est bien mieux. Je reçois plein d'informations, des messages sur Telegram, je peux appeler qui je veux, tandis que là-bas on me dit que c'est l'enfer. Des milliers de journalistes entassés dans une énorme cage, sans aucun accès à quoi que ce soit. Ici, tout est parfait. Je viens de déjeuner, j'ai des boissons à portée de main, tes amis vont me rejoindre tout à l'heure. Et c'est un vrai plaisir de te parler, Nema, depuis Rio. Et bien sûr, en ce premier jour du sommet des BRICS. Commençons par ce qui s'est passé dans le secteur des BRICS. L'une des grandes préoccupations des BRICS, on le sait, c'est la question des tarifs douaniers. Depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis, il a décidé d'imposer des droits de douane à tous les pays de la planète, sans exception. Alors, quelle est la position des BRICS sur le sujet? Est-ce qu'ils en ont parlé? Bien sûr que oui. Attends, je vais vérifier, car la déclaration finale du sommet est tombée, je crois, 1 heure avant notre conversation. Je ne l'ai pas encore lue en entier, elle est très très longue, mais je vais essayer de vous en résumer les points politiques et géoéconomiques les plus importants. Dans leur langage diplomatique, les BRICS expriment de vives inquiétudes face à la montée des tarifs unilatéraux. Évidemment, ils ne citent pas directement les États-Unis. Il faut rester prudent dans une déclaration officielle, mais vu les échanges qu'on a eus ici avec des diplomates, des délégués et des représentants d'entreprises venus du monde entier, y compris des pays partenaires des BRICS, il est clair qu'une réaction collective est attendue. Il n'y a pas encore de mesures concrètes, mais le consensus est là. Ils sont tous sur la même longueur d'onde. Un autre point politique majeur. Ils ont condamné les frappes militaires contre l'Iran. Mais c'est pas assez fort. D'après ce que nous ont confié les diplomates iraniens, et j'ai tenté d'avoir d'autres avis auprès d'autres délégations, Téhéran voulait une condamnation beaucoup plus ferme. Là, c'est trop léger, Nema. Juste condamner les frappes, c'est pas suffisant. Cela dit, on peut imaginer à quel point la discussion a été tendue. Mais au moins, la condamnation est inscrite, tout comme celle des actes terroristes ukrainiens contre Briansk. Donc, les BRICS condamnent aussi les attaques contre Briansk ainsi que contre le pont ferroviaire d'Uralsk. Les Russes ont évidemment insisté pour que cela figure dans la déclaration finale. Ils ont aussi accueilli l'Indonésie comme nouveau membre à part entière, ce qui est une excellente nouvelle. Et ils appellent à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza. Ce qu'on attendait, c'est le minimum syndical. Tu vois, dans une déclaration de sommet, ils doivent rester très généralistes. Mais il y a eu beaucoup de débats sur 2 points précis. La condamnation d'Israël et des États-Unis à cause de cette double guerre contre l'Iran. Finalement, les Iraniens sont sortis relativement satisfaits du langage adopté. Et bien entendu, la Russie et la Chine ont été très fermes sur les dossiers géoéconomiques. Si je devais résumer, Nema, ce qui a été le plus important lors de ces 2 derniers jours, surtout hier, qui était la journée du Conseil des affaires, c'est ce meeting-là qui a été le plus stratégique. Bien plus que celui de la Banque de développement des BRICS, la NDB. Honnêtement, ce dernier a été un peu chaotique. 2 jours dans un hôtel immense, pas loin d'ici. Dilma Rousseff était présente, Lula aussi, le premier jour. Mais comme me l'a dit notre ami Paulo Batista, avec qui j'ai partagé un panel cette semaine, ici à Rio, et qui est l'un des cofondateurs de la NDB, il se montre très critique sur le fonctionnement interne de la banque. Le seul point positif, c'est que Dilma Rousseff entame son second mandat, donc il y a une forme de continuité. Et grâce à son image, à son soft power, son nom ajoute du prestige à la banque. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut une réforme structurelle. Et honnêtement, vu ce qu'on a entendu cette semaine à Rio, je doute que cette réforme voit le jour prochainement. Mais ce qui est vraiment crucial, et c'est là-dessus que je veux revenir, c'est ce qu'a dit Anton Siluanov, le ministre russe des Finances. D'ailleurs, la délégation russe, c'est bon de le rappeler, est la 2e plus importante du sommet. Très impressionnante.
Il y avait des représentants de Rostec qui coordonnent l'industrie militaire russe, de Rosatom pour le nucléaire civil et d'autres structures gouvernementales. Il y avait aussi Sergei Ryabkov, le vice-ministre des Affaires étrangères, et bien sûr le grand maître Lavrov qui était à table ce matin avec Lula et les autres chefs d'État. Siluanov a dit quelque chose de fondamental que je vais tenter de vous citer mot pour mot. Attendez, je retrouve ça une seconde. En fait, j'ai écrit un post à sujet, je l'ai intitulé « Bye bye Swift » parce que clairement, selon les Russes, c'est le principal objectif géoéconomique de l'agenda des BRICS. Et je vais vous donner maintenant la citation exacte de Siluanov lui-même. La nouvelle banque de développement, la NDB, peut devenir le centre de règlement transfrontalier des BRICS. Et ça, c'est absolument fondamental parce que ce serait une alternative directe, claire et surtout insensible aux sanctions, au système SWIFT. Les Russes testent des modèles là-dessus depuis l'année dernière, bien avant même le sommet de Kazan. Ils étaient déjà dessus pendant toute la phase de préparation. Donc, selon Siluanov, la NDB pourrait fournir des garanties de prêt pour toutes sortes de méga-projets d'infrastructures partout dans l'espace BRICS, que ce soit en Iran, au Nigeria ou en Indonésie. Elle commencerait alors à fonctionner comme une véritable alternative à la Banque mondiale, ce qu'elle n'est pas encore à l'heure actuelle. Le problème, c'est que la NDB ne compte que 10 membres. Et on ne peut pas prétendre être une banque mondiale avec seulement 10 membres. Il faut donc l'élargir. Et c'est exactement la direction à prendre. Et là, c'est très important. Tous les membres des BRICS ont ratifié cette orientation, celle de faire de la NDB une banque sous stéroïdes, comme ils disent. Et c'est exactement ce dont ils ont besoin en ce moment. La prochaine étape sur le plan technique, c'est de mettre en place un groupe de travail. C'est comme ça que fonctionnent les BRICS. Il y a des groupes de travail pour chaque sujet. Et franchement, ce n'est plus qu'une formalité. Donc, NEMA, pour moi, c'est le développement géoéconomique le plus important du sommet, même si demain, il ne se passera pas grand-chose, puisque la déclaration finale a déjà été publiée il y a moins de 2 heures. En résumé, géopolitiquement, les BRICS ne peuvent pas avancer sans la Russie aux commandes. Et cette annonce en est la preuve concrète. Le fait que la Russie ait envoyé une délégation ultra renforcée, composée de figures de tout premier plan, prouve à quel point Moscou prend les choses très au sérieux. Et le fait que cette orientation ait été approuvée par l'ensemble des membres des BRICS, c'est un signal extrêmement positif. La Russie a donc participé à ce sommet en envoyant son ministre des Affaires étrangères. Oui, et il y a même eu un message vidéo de Vladimir Poutine. Oui, Poutine. Il a parlé à distance, en visio, disons, via Zoom avec Rio ou StreamYard. Rien de très spectaculaire. Il s'est contenté de féliciter tous les membres, les nouveaux membres aussi, et les partenaires. Naturellement, les BRICS continuent de s'agrandir et ils ont déjà largement dépassé le G7. Il n'est pas entré dans les détails parce qu'il savait que sa délégation présente ici à Rio allait déjà s'occuper des questions précises. D'ailleurs, on a eu un échange rapide hier avec Maxime Orechkin, juste après la réunion du Conseil d'affaires des BRICS, un moment vraiment important. Orechkin, c'est l'un des 3 plus proches conseillers économiques de Vladimir Poutine. Donc, clairement, ils prennent tout ça très au sérieux, Nema, et je pense que notre public doit le comprendre aussi. Tout ce que vous lisez dans les grands médias occidentaux, c'est franchement du délire. J'ai pris 5 minutes pour jeter un œil au titre. Le sommet des BRICS, pas important, Poutine et Xi Jinping ne sont même pas venus. Ils auraient snobé le sommet. C'est le discours habituel, toujours la même propagande. Et justement, j'en ai parlé avec la délégation chinoise, encore une délégation immense, avec des universitaires chinois de tout premier plan, présents en coulisses. Par exemple, cette semaine, on a eu un dîner avec les membres du Beijing Club. Le lendemain, une session fermée à l'université PUC de Rio, l'une des meilleures universités du Brésil. Autour de la table, il y avait des intellectuels du Beijing Club, de l'université Tsinghua, de l'Académie chinoise des sciences sociales, mais aussi des Brésiliens et des Sud-Africains. Et je peux te dire que le niveau de discussion était très élevé. Les Chinois ont envoyé certains de leurs meilleurs cerveaux. Et ce qui est amusant, c'est qu'en off, après le dîner par exemple, ils nous disaient qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles Xi Jinping n'était pas venu. Et apparemment,
La raison principale, c'est que toutes les grandes décisions avaient déjà été prises en face à face, Xi Jinping et Lula, lors des 2 précédentes visites de Lula en Chine. Donc il n'y avait pas besoin que Xi Jinping fasse à nouveau le déplacement. Et bien sûr, le Premier ministre chinois, ainsi que la délégation qu'il a envoyée, sont tout à fait capables de négocier les dossiers. Ce qu'ils ont fait. La rencontre entre Li Qiang, le Premier ministre chinois, et Lula a été très nette. Les Chinois ont réaffirmé leur volonté d'investir partout au Brésil, comme ils le font déjà avec l'usine BID en Bahia, qui est gigantesque. Et il y en aura probablement beaucoup d'autres. Tu le sais aussi bien que moi. Les relations commerciales entre la Chine et le Brésil ne cessent de s'intensifier. Et puis il y a Narendra Modi, qui est ici également. Il cherche à établir un partenariat stratégique avec le Brésil, parce qu'il ne veut pas se faire distancer par la Chine. Il est venu, encore une fois, avec une délégation indienne massive. Et l'Inde va certainement commencer à faire des affaires sérieuses au Brésil. On n'a pas encore tous les détails, mais le fait que Modi soit venu, qu'il entretienne une excellente relation avec Lula, signifie qu'on va voir un afflux d'investissements croisés dans les prochains mois. Donc, du point de vue géoéconomique et commercial, c'est un succès immense. Sur le plan politique, même si certains chefs d'État ne sont pas présents, ça ne change rien. Parce que les BRICS, ce n'est pas une affaire de relations personnelles. C'est un processus structurant sur le long terme. Et des gens comme Siluanov ou les universitaires chinois l'ont parfaitement compris. Idem pour les responsables économiques que j'ai rencontrés hier au Conseil d'affaires. Ce Conseil des affaires, justement, a été extraordinaire. J'ai été sincèrement impressionné. On pouvait réseauter, vraiment, avec 50 à 60% du Sud global. Des Égyptiens, des Sud-Africains, des Nigérians, des Vietnamiens, des Malaisiens. Et là, le discours du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a été incroyable. Il est intervenu en dernier, à l'ouverture de la session. Un discours percutant aussi fort que celui qu'il avait tenu en Russie l'an dernier. Anwar Ibrahim, c'est l'un des meilleurs diplomates du monde et l'un des chefs d'État les plus brillants aujourd'hui. Et il a dit en gros, les BRICS, à partir de maintenant, nous dépassons la simple vitesse de croisière. Là, on est vraiment en train de décoller et on commence à prendre de la vitesse. L'ambiance dans la salle était « waouh ». Les gens étaient impressionnés. Je crois que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu Anwar Ibrahim en personne et il est vraiment excellent en direct, tu sais. Donc c'était un moment fort. Et puis, Lula a fait une promesse assez saisissante que je comprends parfaitement et j'y vois un potentiel énorme. Il va se rendre au mois d'octobre au sommet en Malaisie qui sera présidé par la Malaisie elle-même. Cela pourrait bien marquer le début d'une relation commerciale beaucoup plus étroite entre le Brésil, une partie de l'Amérique du Sud et les grandes puissances d'Asie du Sud-Est. La Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, qui est un membre à part entière, et le Vietnam, qui est un partenaire. Bref, que du positif. Et si je souligne tout ça, c'est parce que franchement, j'en ai assez de cette couverture médiatique occidentale aussi bête que négative. Il est temps de démonter leur narratif. On en a d'ailleurs discuté dans l'un des panels sur les médias, je crois que c'était il y a 2 jours à Nitrouai, de l'autre côté de la baie de Rio. Et on a même évoqué un projet, créer un média trans-BRICS, multidimensionnel, transfrontalier, peut-être sous forme de partenariat public-privé. La vraie question, bien sûr, c'est qui va éditer ça? Qui va diriger la ligne éditoriale? Mais une chose est claire. Le Sud global a besoin de son propre environnement médiatique, de ses propres sources d'information, sans dépendre du Nord. Et surtout pas des Américains. On a aussi beaucoup parlé des Big Tech et de la façon dont ils comptent utiliser l'intelligence artificielle pour contrôler encore plus l'information, en imposant un récit unique. Donc ces 3 jours avant l'ouverture du sommet, mercredi, jeudi, c'était fantastique. On a littéralement discuté de tout. Et hier, avec tous les délégués du monde des affaires réunis, c'était encore plus fort. L'enthousiasme était réel. C'était comme le départ d'un très long voyage, Nema. Et tu voyais que les gens étaient impliqués, vraiment. Ils avaient des projets formidables, certains dont je n'avais jamais entendu parler. Ils parlaient de tout. Développement durable, énergie, agriculture, pêche,
tu vois tout. Et évidemment, ces aspects positifs, tu ne les verras jamais dans les médias occidentaux traditionnels. Il faut être ici, sur place, pour le comprendre. Et le fait que tout cela se déroule à Rio cette année, alors que les attentes étaient faibles, eh bien, ce sommet a dépassé toutes les espérances. Maintenant, il va falloir relire la déclaration finale, l'examiner en détail, et surtout, analyser ce qu'elle ne dit pas explicitement. Parce que bien souvent, c'est là que se trouve le plus important. Tepe, tu as mentionné le système SWIFT et la volonté de s'en affranchir. Mais est-ce qu'une alternative est envisageable à court terme? Et quelle est leur vision pour l'avenir? Une fois de plus, NEMA, c'est le début d'un long voyage. Anton Siluanov ne l'a pas dit de façon catégorique. Il a déclaré que la nouvelle banque de développement, la NDB, pourrait jouer ce rôle. Parce qu'il sait qu'il faut une réforme structurelle en profondeur pour que cette banque devienne vraiment dynamique et tranchante. Dilma Rousseff, elle, n'est pas entrée dans les détails. On espère peut-être pouvoir avoir une conversation privée avec elle une fois le sommet terminé. Mais tu sais comment elle est? Elle garde toujours ses cartes près de la poitrine. J'aimerais bien savoir ce qu'elle sera prête à dire. Mais le fait que les Russes et les Chinois lui fassent confiance à la tête de la NDB, c'est déjà énorme en termes de capital politique. Et ça lui donne toute la légitimité nécessaire pour mener cette réforme en profondeur. Et on peut déjà dire qu'en comparaison avec l'an dernier, ils ont franchi les toutes premières étapes vers ce qu'on peut appeler la darisation progressive des BRICS. Ils doivent créer leur propre système de notation de crédit, leur propre système de règlement des paiements, leur propre réseau transfrontalier pour effectuer ces règlements. Et surtout, ils doivent utiliser de plus en plus leur monnaie nationale. C'est d'ailleurs ce qu'a martelé Vladimir Poutine dans son discours en ligne. Il a été très clair. L'avenir, ce sont les paiements, les règlements et le commerce en monnaie locale. Il y a un consensus énorme sur ce point au sein des BRICS. Mais tout le monde sait aussi que c'est un processus très long. Ils ne pouvaient pas, par exemple, publier une déclaration finale qui entrerait en confrontation directe avec un Trump version 2.0. Mais dans les discussions à huis clos, en bilatéral, c'était le sujet central. Comment réagir collectivement à l'offensive tarifaire de l'Empire? Et on retrouve ce thème dans la déclaration finale, mais de façon très subtile. Ce qu'on peut attendre désormais, c'est davantage de commerce transfrontalier en monnaie nationale et une intégration transcontinentale renforcée. C'est pour cela que le voyage de Lula au mois d'octobre est si stratégique. Il va rencontrer les 10 pays membres de l'ASEAN. Et tu sais quoi? Le partenaire commercial numéro 1 de l'ASEAN, c'est la Chine. Et le partenaire numéro 1 du Brésil, c'est aussi la Chine. Donc il est logique que le Brésil, ce géant économique de l'Amérique du Sud, s'intègre davantage avec l'Asie du Sud-Est. Mais encore une fois, NEMA, et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est un processus de très long terme. Cela dit, on a de bonnes raisons d'être optimiste parce que ces sujets ont été pris très au sérieux ici, à Rio. Et concernant l'Arabie Saoudite, la dernière fois qu'on a vérifié, on n'avait pas vraiment de nouvelles. Est-ce qu'ils en ont parlé? Non. Par contre, les Émirats arabes unis étaient bel et bien là avec une immense délégation. Mais du côté saoudien, honnêtement, je n'ai pas vu grand monde. Ils restent sur la réserve. On sait qu'ils ont dit vouloir rejoindre les BRICS, mais ils ne sont toujours pas passés à l'action. Ils ont assisté à certaines réunions cette année, mais à d'autres, ils ont même pas pris la peine de venir. Donc oui, c'est compliqué. C'était un peu le même scénario avec la Turquie. Elle avait reçu une invitation l'an dernier, mais elle n'a pas répondu. Et ensuite, dans les médias proches de Recep Tayyip Erdogan, on a vu apparaître ce genre de phrase. Nous voulons garder nos canaux de communication ouverts avec les BRICS. Mais quels canaux de communication? Vous ne parlez même pas. C'est surréaliste. Tellement de choses incroyables. Et, Pepe, le cas de l'Indonésie me semble vraiment central. C'est un pays important. Et je pense que si on intègre des nations comme la Malaisie, l'Indonésie dans les BRICS, là ce serait un véritable tournant, quelque chose de majeur. Tu sais quand l'Indonésie va officiellement rejoindre les BRICS? Quand deviendront-ils officiellement membres à part entière? Mais l'Indonésie est déjà un membre à part entière, NEMA.
Ils ont été officiellement accueillis comme tels par tout le monde. Oui, c'est confirmé. Attends, laisse-moi retrouver ça. Voilà. Ils ont bien été reconnus comme membres à part entière. Les 3 autres pays d'Asie du Sud-Est, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, sont eux partenaires. Et le Vietnam vient tout juste d'être accueilli il y a seulement quelques jours. Je pense que c'était en début de semaine. Mais l'Indonésie fait déjà pleinement partie du groupe. D'ailleurs, Prabowo est ici, l'un des invités les plus importants du sommet. Ce rapprochement entre le Brésil et l'Asie du Sud-Est, c'est énorme. Tu sais, le pont, c'était Anwar Ibrahim. Et c'était vraiment superbe. Parce qu'au sein du Conseil des entreprises, l'invité d'honneur international, il n'y en avait qu'un seul. Anwar de Malaisie. C'était clairement un signal fort du gouvernement brésilien. Voici notre homme. C'est lui qui va nous introduire auprès de l'Asie du Sud-Est. Fantastique. Un excellent choix. Le Brésil, bien sûr, entretient de bonnes relations avec le Vietnam, Singapour, la Thaïlande, mais avoir un homme du calibre d'Anwar Ibrahim pour faire le lien, présenter les acteurs économiques brésiliens aux dirigeants économiques d'Asie du Sud-Est, c'est inestimable. Attends, je vais te retrouver le passage exact. Oui, c'est dans la déclaration officielle. Dans l'un des premiers paragraphes, on lit « Nous accueillons l'Indonésie comme membre des BRICS », ce qui signifie bien « membre à part entière ». Et maintenant, l'Iran. Très très important. Il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de blabla, disant que les Iraniens bloquaient la rédaction du texte final de la déclaration du sommet. Ils voulaient une formulation plus forte, plus directe. Mais évidemment, ils ont fini par comprendre que, vu qu'il s'agit des États-Unis et d'Israël, il fallait procéder avec beaucoup de diplomatie. Les Brésiliens leur disaient, en gros, « Écoutez, on aimerait, mais on ne peut pas. Sinon, on compromet tout le monde. » Donc au final, la condamnation des frappes militaires contre l'Iran, même si ce n'est qu'à moitié, c'est déjà mieux que rien, compte tenu de la volatilité de la situation. Dans de nombreuses discussions, notamment au Forum économique et dans certains discours aujourd'hui, le thème de l'Empire, qui devient incontrôlable, était partout, mais jamais nommé. Très important. Il faut savoir naviguer avec subtilité. Certains membres des BRICS sont très doués dans l'art de l'esquive diplomatique, la Chine, l'Indonésie, la Malaisie aussi. C'est une manière très intelligente de faire passer le message, nous sommes contre tout ça et nous allons le combattre. Exemple. C'est compliqué. Dans son discours de ce matin, c'était le discours inaugural de la séance d'ouverture. Il présidait en tant qu'hôte. Eh bien, Lula n'a pas été assez ferme. Il a dit « Il faut condamner ce qu'a fait le Hamas ». Blablabla, mais sans remettre dans le contexte. Et si tu dis ça sans fournir le contexte, alors ça devient inacceptable. Au moins, il a prononcé le mot génocide. Et ça, c'est important. Parce que tous les autres membres et partenaires des BRICS sont d'accord. Oui, c'est un génocide. D'ailleurs, Anwar Ibrahim, dans son discours hier, l'a clairement condamné comme tel. Mais encore une fois, Nema, il faut se rappeler que les BRICS, c'est un vaste groupe de nations très diverses, réparties sur plusieurs continents. Il faut donc avancer prudemment. Jusqu'ici, les BRICS ont été très prudents. Mais à partir de maintenant, ils peuvent se montrer plus affirmés, tout en restant très diplomatiques. C'est la seule manière de procéder. Tu peux pas t'opposer frontalement à l'Empire, sinon il va te tomber dessus comme une tonne de briques d'acier, tu vois? Alors autant garder un peu de souplesse. Après tout, on est au Brésil, non? Pays de la samba, du rythme, du swing, hein? On dirait qu'ils apprennent, non? Petit à petit, ils deviennent meilleurs. Ils parlent enfin des vraies choses. Politique, géopolitique, la Russie, l'Iran, Gaza. On n'entendait pas tout ça auparavant. Exactement, Nema. Le ton a changé et c'est l'un des points très positifs ici à Rio. Avant le début du sommet, beaucoup d'entre nous étaient sceptiques. On se demandait est-ce qu'ils vont vraiment oser entrer dans les questions géopolitiques et géoéconomiques. Tu as mentionné l'Asie centrale et l'importance de ce qui se passe en Syrie. Pas seulement au Forum économique, mais qu'en mais aussi est-il ce de matin l'Azerbaïdjan dans les discours des qu'ils chefs utilisent d'État. pour attaquer l'Iran? Et puis, il y a ce déjeuner à On huis sait que clos Modi est qui venu a au probablement Brésil pris pour fin participer maintenant. au sommet. Un déjeuner Que très long cherche-t-il? où la A-t-il règle une était vision claire, quant à sa liberté totale participation d'expression, ou à une dire forme ce de que vous collaboration voulez, avec sans les autres presse, pays des BRICS? sans fuite.
Parce Donc, que l'Inde, ils ont quand eu on observe leur probablement 3 comportement, heures est pour un peu aborder difficile en à cerner profondeur dans toutes la ces manière questions dont elle entre eux, essaie de à gérer huis clos. l'Est et Et c'est l'Ouest. exactement ce dont Quelle ils a avaient été leur besoin. Parce participation qu'avec au Trump sommet? version Quel est ton 2.0 qui avis arrive sur le maintenant, rôle de l'Inde? je crois qu'ils commencent à comprendre le Oui. message. Je ne comprends L'Empire pas pourquoi s'attaque ils ont à été un peu tous. hésitants à À tous les membres condamner des de BRICS, manière plus à tous les agressive, selon partenaires moi, des BRICS, c'est-à-dire condamner et de la surtout bonne aux 3 façon, principaux parce que nous que connaissons 2 bien, de ces pays, comme la tu l'as Russie, mentionné, la la Chine Russie et et l'Iran, l'Iran. sont Et le fait qu'Ali directement Bagheri impliqués Kani dans le soit conflit, ici, dont une représentant de partie l'Iran, c'est oppose les immensément États-Unis et important. Israël, Son ou les intervention ce États-Unis matin a et été très l'Ukraine. forte. Il a condamné Comment sans envisage-t-il détour la les suite? attaques contre Parce la que si nation quelque chose se iranienne. passe entre les C'était excellent, États-Unis, mais il y a un la gros Chine et problème de Taïwan, soft power. il faut bien que les nations Nema, dialoguent un pour truc voir comment franchement réagir. répugnant. Est-ce qu'ils Tu vois, au préparent un début, on avait document, un flux un vidéo en cadre de direct. réaction? On a pu suivre le discours de Lula Je en pense direct, que la pas de souci. situation avec Mais les dès que tarifs douaniers Narendra ne Modi va a pas se commencé à résoudre parler, de le sitôt, flux a et Donald disparu. Trump va mettre Et il beaucoup n'est de jamais pression revenu. sur ces pays, bien Donc sûr. impossible de Qu'ils suivre soient en dans les direct BRICS ce qu'ont dit ou les en autres dehors. chefs d'État. On Mais a au eu fond, quelques extraits ensuite, penses-tu que mais c'est Donald tout. Trump va Et ça, reculer Nema, ou c'est un peut-être problème essayer de se technologique rapprocher des majeur. BRICS? Je Un pense vrai que la scandale. décision intelligente des États-Unis serait Alors de maintenant, il faut bien participer, blâmer de le rejoindre les gouvernement BRICS brésilien pour ou de ça, faire quelque chose avec eux. d'autant que Tu penses hier, que c'est certaines possible? choses ont été complètement chaotiques. Le système d'accréditation pour le Forum économique, c'était un vrai bazar total. La réunion de la nouvelle banque de développement aussi, très désorganisée. Ils ont même reçu une proposition du Congrès russe, habitué à organiser de grands sommets, notamment à Saint-Pétersbourg et Vladivostok, qui leur offrait son aide. Mais le Brésil a répondu « Non, on peut gérer tout seul ». Sauf qu'en réalité, ils ne sont pas compétents. Et on a vu ça ces 2 derniers jours, c'était flagrant, partout. Ils ont réussi à déployer 20 000 militaires dans les rues. On aurait cru que le Brésil était envahi par Al-Qaïda ou je sais quoi, mais pour organiser un événement, ils n'y arrivent pas. Oui, c'est réel. Et c'est intéressant d'en parler, parce que j'ai grandi ici aussi, donc je comprends cette mentalité. J'adore ce pays. J'ai discuté avec beaucoup de gens, et ils disent tous que c'est comme ça que ça marche. Et en plus, ce sont nos impôts qui payent tout ça. Mais c'est bien. L'atmosphère est détendue. Les étrangers qui viennent ici, certains de mes nouveaux amis africains, ils sont émerveillés par Rio. Et évidemment, c'est l'une des 2 ou 3 capitales majeures du Sud global, dans son ensemble. Il y a même une idée qui circule, qui pourrait se concrétiser. Faire de Rio une sorte de capitale des sommets du Sud global. Pour ça, ils auront besoin de l'aide russe pour organiser ça correctement. Ce serait génial, parce que le cynisme ambiant est fantastique. Les premiers jours, il a plu. Quand le soleil est sorti hier, tout le monde s'est dit « Waouh, ça aide d'avoir toutes ces discussions sérieuses dans un cadre aussi beau. Ça stimule l'énergie, ça pousse à chercher des solutions nouvelles. » Oui, et puis, il y a cet aspect formidable. Toutes ces associations d'affaires du Sud global, venues d'Iran, des Émirats, du Nigeria, d'Égypte, etc., et les sections féminines des BRICS. Chaque membre des BRICS a ses sections féminines, qui se sont toutes réunies avec Lula pour une réunion d'1h30. Certaines m'ont dit que c'était très productif. Lula en a même parlé dans son discours. Il a souligné l'importance des questions liées aux femmes, au centre de développement et à la circulation des idées féminines dans l'espace BRICS. C'est super de voir cette dimension démocratique et égalitaire se refléter partout. C'est très encourageant, bien différent du Nord global. Oui, les BRICS ont réaffirmé ce qui est évident, n'est-ce pas, Nema? Leur engagement envers la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie. Ce qui, évidemment, ne correspond à rien de ce qui se passe en ce moment. Ils soutiennent un processus politique syrien pacifique, inclusif, mené par les Syriens eux-mêmes et facilité par l'ONU. Mais on sait tous qu'il n'y a pas de processus politique réel en Syrie aujourd'hui. Tout est encore contrôlé par l'ancien dirigeant devenu président autoproclamé. Il condamne la violence dans plusieurs provinces. Mais ce n'est pas suffisant. Juste condamner, ce n'est pas assez fort. Il condamne aussi le bombardement d'églises et la menace que représentent les combattants terroristes étrangers. Mais ces derniers sont souvent liés au soutien du président autoproclamé, et il y a même certains d'entre eux dans des ministères syriens, ce qui est encore plus absurde. Le risque de propagation des terroristes de Syrie vers les pays voisins est réel et déjà en cours. Ils évoquent aussi les allers-retours entre la Syrie,
l'Asie centrale et le Caucase, qui sont des lignes de front contre la Russie. Évidemment, les suspects habituels exploitent ce territoire pour envoyer des djihadistes salafistes syriens faire des dégâts dans les zones frontalières russes, en plus de l'Ukraine. Je doute que les Russes aient été satisfaits de ce langage, mais probablement c'était le meilleur compromis que les BRICS pouvaient obtenir. Pour eux, la Syrie n'est pas une priorité absolue. Oui, par exemple, ils condamnent fermement l'occupation de certaines parties de la Syrie. Mais là encore, ce n'est pas suffisant. Que vont-ils faire? Envoyer une armée des BRICS pour déloger ces terroristes. Ça, c'était décevant dans la déclaration finale. Ils auraient pu être plus fermes. Mais encore une fois, s'ils sont plus fermes, il faut qu'ils abordent les racines du problème en Syrie. Et on sait tous ce que cela signifie. Comme pour l'Ukraine, s'ils veulent être plus fermes, ils doivent aller à la racine des causes du conflit. Ils ont préféré ne pas le faire.